Alors bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle séance, dans cette deuxième partie, désolé, du complexe majeur d'histocompatibilité, dans laquelle nous allons voir les caractéristiques du gène d'HLA. Attendez, les voici. Alors, est-ce qu'il faudrait savoir ces caractéristiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seuls les gènes d'HLA ont ces caractéristiques. Aucun autre gène ne les a. Et ces caractéristiques, elles sont au nombre de 4. On met ça ici. Ça, c'est le polymorphisme, l'expression code, et on a le polymorphisme d'un côté, on a la codominance, la liaison étroite et le déséquilibre de liaison. Commençons par le polymorphisme. Le polymorphisme, en fait, ce que c'est que vu que chaque gène a plusieurs allèles, ça veut dire qu'il va y avoir une très grande variabilité entre ces gènes-là. Et pour le reste, c'est que des explications. Mais ce qu'il faudrait savoir, la chose la plus importante, c'est que ce polymorphisme est essentiellement localisé au niveau des domaines extracellulaires. Attendez, je vais montrer ici. Le voici. Alors, les domaines extracellulaires, surtout ici, dans la cavité peptidique, c'est ici où il y a le plus de polymorphisme. Ça, c'est la chose la plus importante. Vous devez connaître deux choses ici. Vous devez connaître que le polymorphisme, en fait, il est dû au polyallélisme, et non pas au polygénisme, le polyallélisme surtout, et il est surtout localisé au niveau des cavités peptidiques. Pour le reste, vous pouvez le lire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà en tout cas. La deuxième caractéristique, la chose que seul l'HLA a, ou les gènes HLA, désolé, eh ben c'est l'expression codominante. Ça veut dire que lorsque la dernière fois, attendez, je vais vous remettre l'exemple. Ici, voici la codominance. C'est quelque chose qui est caractéristique à l'HLA, aucun autre gène de là. C'est que lorsqu'on prend deux couleurs, eh ben ces couleurs-là, elles vont s'exprimer tous les deux. Il ne va pas y avoir une récessivité et une dominance, que je vais montrer maintenant, et attendez. Généralement, ici par exemple, c'est soit une récessivité comme dans ce cas-là, soit une dominance d'une couleur, mais il n'y a pas une expression des deux couleurs. Alors que l'HLA, eh ben l'HLA, lui, il a une codominance ici. Vous êtes en train de le voir, il y a les deux. Très bien. Alors, voyons, revenons là où noté. Alors, la liaison étroite ou transmission en bloc, eh ben on va voir directement le schéma. Attendez. Chromosome 6, où est-ce que tu es? Voici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir que la séquence d'HLA, de classe 1, 3 et 2, eh ben, elle est étroitement liée. Ce qui veut dire que des parents aux enfants, aux petits-enfants et aux petits-petits-enfants, il ne va pas y avoir de recombinaison, désolé, ou de mutation, ou quoi que ce soit dans le genre. Alors, il va y avoir une transmission fiable. Ça, c'est une troisième caractéristique. Attendez, la quatrième caractéristique, elle est facile. C'est le déséquilibre de liaison. En théorie, tout allèle d'un locus peut être associé à n'importe quelle lettre d'un autre locus. Ça, c'est en théorie. Mais certains allèles, et certains seulement, pas tous les allèles d'un locus, peuvent être préférentiellement associés à des allèles d'un autre locus. C'est mal formulé ici. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Si vous prenez ces yeux-là, par exemple, si on considère que chaque œil ici représente un allèle, normalement, on devrait avoir le même pourcentage de probabilité et de possibilité, oui, d'association entre ces 9-là. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que par exemple, cet œil-là, et cet œil-là, et cet œil-là, ils ne veulent pas être associés avec n'importe qui, mais ils veulent être associés, lui avec elle, lui avec lui, et elle avec elle. Et cette préférence va faire qu'il va y avoir un déséquilibre de liaison. Ça, c'est l'affinité des allèles. Et c'est ce qu'on voudrait dire, et ça, c'est une caractéristique de l'HLA. C'est lorsque un allèle, un trait, veut être associé préférentiellement avec un autre trait pour être exprimé de manière codominante. Ça, c'est la codominance. Et là, cette affinité, elle est caractéristique des gènes de l'HLA, en fait. Il n'y a dans aucun autre chromosome, il n'y a dans aucun autre gène. Ça, c'est que l'HLA qui le fait. Maintenant que nous avons terminé les caractéristiques, attendez. Maintenant que nous avons terminé les caractéristiques, il y en a 4. La nomenclature, c'est simple, vous pouvez le lire seul. Ça ne demande pas d'explication, en plus ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est comment est-ce qu'on les a nommés seulement. On va maintenant voir les fonctions. Alors les fonctions des molécules là, non pas des gènes, les fonctions des molécules, eh bien il y en a 3. 1, 2 et 3. On va commencer par la sélection chimique. Et au lieu de lire, on va aller directement voir un exemple. Alors voici l'exemple en question. Nous avons une cellule immature, un thymocyte immature, une cellule T immature, qui a les 3 récepteurs, le CD8, le T récepteur spécifique des lymphocytes et le CD4. Alors, au début, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une sélection positive.
Ça veut dire ceux qui reconnaissent ça c'est une cellule du corps, ceux qui reconnaissent les molécules de l'HLA vont être acceptés pour aller à la sélection négative. Il y a deux types de sélection, une sélection positive et une sélection négative. Et on est en train, pourquoi sélection? Parce qu'on est en train de choisir, et pourquoi négative et positive, vous allez voir pourquoi. Parce que dans la première, elle est positive parce que les cellules reconnaissent le corps. Très bien. Et ceux qui ne reconnaissent pas les cellules du corps, ceux qui ne reconnaissent pas les molécules de l'HLA, eh ben on va les tuer. On va les tuer par apoptose. Maintenant, si ceux-là reconnaissent les cellules, mais elles les reconnaissent très très bien. Si elles les reconnaissent de manière intense, c'est qu'elles vont induire une réponse immunitaire. Et donc ça va induire la sélection négative. Une réaction importante entre un thymocyte et une cellule du corps va induire une réponse immunitaire. Donc, la sélection positive, c'est la reconnaissance de la cellule du corps. La sélection négative, c'est la suppression de ceux qui les reconnaissent trop bien. On appelle cette reconnaissance une reconnaissance de haute affinité. Et on les tue. Et entre les deux, alors, on aura des cellules qui sont aussi bien matures, les CD4 et les CD8. Et on aura notamment des cellules qui ne vont pas induire une réponse immunitaire. Ça, c'est la sélection thymique. Et voici les molécules d'HLA. Voici leur fonction dans cette partie-là. La deuxième partie, c'est la régulation de la cytotoxicité des cellules NK. Et pour cela, il n'y a pas besoin de lire, juste une partie qui est ici. On va voir que les cellules tumorales ou infectées par des virus vont avoir une expression des molécules CMH1 qui est diminuée. Et lorsque les signaux d'activation de la cellule NK prédominent, c'est parce que les CMH sont diminués, ça va conduire à la destruction de ces cellules anormales. Si par exemple vous prenez cette cellule-là et cette cellule-là, cette cellule est probablement infectée ici par exemple, si celui-là c'est un CMH1. On va remarquer qu'il va y avoir une moindre expression, une diminution de l'expression du CMH1 au niveau de la membrane de la cellule. Et cette diminution de l'expression, eh ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire que la cellule NK va être stimulée pour tuer cette cellule. Alors que celle-là, elle en a beaucoup et elle ne va pas la tuer. Dernière fonction, c'est la présentation de l'antigène. Et pour cela, on va parler des schémas directement. Alors, il y a une différence principale entre l'HLA1 et l'HLA2. La première, c'est que l'HLA1, d'un côté, il va présenter que des peptides endogènes. Ça ne va pas venir de l'extérieur. Regardez, la membrane, elle est intacte. Ça n'entre de nulle part. Du coup, si par exemple, cette cellule, elle est infectée par un virus, qu'est-ce qui va se passer? La cellule va trahir le virus. Elle va comment dirais-je? Elle va aller derrière son dos. Et par la suite, ce qu'elle va faire, elle va prendre des protéines du virus. Elle va l'équilibrer dans un protéasome. Ça, c'est important à savoir. Le protéasome, c'est parce que c'est une question. Et elle va créer des peptides qu'elle va mettre par la suite, qu'elle va transloquer sur l'HLA1. Par la suite, glycolysation dans l'appareil de Golgi, GG, glycolysation golgienne, qui va par la suite mettre sur la membrane. Ça, c'est l'HLA de classe 1. Une fois mis sur la membrane, l'HLA1, elle va présenter ces peptides-là, ces appels à l'aide en réalité, elle va les donner au lymphocyte CD8. Maintenant, l'HLA de classe 2, ce qu'il va faire, c'est des antigènes exogènes. C'est parce qu'il va les faire entrer dans des phagolysosomes. Par la suite, ces phagolysosomes, ils vont former les phagosomes, ils vont former des phagolysosomes dans lesquels il va y avoir une lyse c'est destruction en latin. Par la suite, lorsqu'il va y avoir cette destruction, on va avoir d'un autre côté le réticulum endoplasmique qui a déjà formé les chaînes, qui les a assemblées, qui a par la suite glycosylé dans le Golgi et qui va par la suite prendre les protéines, les acides aminés, les antigènes, les peptides antigéniques du phagolysosome et qui va les transloquer dans la cavité peptidique et qui va présenter. Et cette présentation, elle va se faire pour les CD4. Ça, il faut reconnaître par cœur, c'est parce que regardez, la différence majeure, c'est que ici, le protéasome, il commence, il les met dans les réticulums endoplasmiques et ici, il y a glycolysation et puis membrane. Et puis CD8. Hein? Alors que dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir deux processus indépendants. Ici, la formation de l'HLA2 et ici, l'internalisation du peptide exogène. Et par la suite, fusion des deux pour présentation au CD4. Ça, c'est extrêmement important.
Maintenant, je crois qu'on a terminé. Il nous reste seulement à voir les techniques sérologiques qui sont ici. Ce n'est pas si important, mais juste pour culture. Alors, trois techniques pour l'étude du polymorphisme. On a la technique sérologique, cellulaire et biologie moléculaire. La technique sérologique, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle va retrouver toutes les spécificités des HLA A, B, C, DR et DQ, sauf le DP. Ça, c'est la technique sérologique. Elle va reconnaître tout ça. La technique cellulaire, elle ne va reconnaître que l'HLA DP seulement. Donc, la sérologique, elle reconnaît tout, sauf le DP. La cellulaire, elle reconnaît le DP seulement. Et par la suite, la biologique, c'est le détail de tout ça. Et c'est quelque chose de culture, vous pouvez le lire, c'est pas compliqué. On va maintenant faire un résumé des deux vidéos. Attendez, c'est très haut ici. Je me souviens ici. Ah oui, c'est là. Alors, voici. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les caractéristiques des deux molécules HLA1 et HLA2. On va faire ça très rapidement. Pour ceux qui ont compris, si vous pouvez suivre ici, c'est que vous avez tout en tête et vous pouvez passer ce cours. Sinon, pour ceux qui ne le peuvent pas, eh bien, vous devez revenir auparavant. Alors, l'expression des CMH1, des CMH2. L'expression, elle est ici on a le CMH1 et ici on a le CMH2. L'expression, elle est ubiquitaire, elle est presque dans toutes les cellules nucléées du corps. Alors que l'expression de CMH2, elle est restreinte. Ah, elle est restreinte à 4 types de cellules. Vous vous en souvenez, on a 1, les lymphocytes B, 2, les monocytes et les macrophages, 3, les cellules dendritiques, et 4, qu'est-ce qu'on a? Les cellules T activées. On en a 4. Alors ici, les lymphocytes T, on en a sur le CMH1, les lymphocytes T, le CMH2, il les a qu'après activation. Ici, on a les deux, on a le lymphocyte B et on a le CMH1 et 2 sur le lymphocyte B. Pour les domaines extracellulaires, on va avoir deux dimères. Le dimère de la CMH1, il est alpha, bêta 2. Voici les caractéristiques des deux. Ici, chromosome 15, bêta 2 et microglobuline. Un domaine non glycosylé, ça c'est faux, c'est non glycosylé. Et les monomorphes. Ici, 3 domaines glycosylés polymorphes. On va avoir ici deux domaines dans le CMH de classe 2. Le domaine alpha et le domaine bêta, codé par la région du CMH qui est le chromosome 6. Par la suite, on va voir que le polymorphisme, il va être sur la chaîne alpha pour le CMH1 et il va être pour la chaîne bêta et la chaîne alpha et bêta pour le CMH2. Il va concerner la cavité peptidique, pour le CMH1 et il va ici concerner le domaine bêta 1 ou sinon alpha 1 et bêta 1. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir un polymorphisme monochénique sur le CMH1, mais il ne concernera que la bêta. L'origine des antigènes protéiques, le CMH1 il va présenter les protéines endogènes et le CMH2 il va présenter les protéines exogènes. La digestion, elle va être enzymatique protéolytique par un protéasome et ici c'est une protéolyse exogène par un phagosome qui va se lier à un lysosome. Tout ça c'est dans votre cours et on vient de l'expliquer maintenant. La taille de peptide, elle va être petite dans le CMH1, 9 acides aminés, elle va être plus grande dans le CMH2, 12 à 25. Le lieu de dégradation, elle sera dans le cytoplasme par un protéasome, et ici c'est une vésicule acidifiée. La voie de chargement des peptides, c'est le réticulum endoplasmique dans le CMH1, le phagolysosome dans le CMH2. Le LT qui vont reconnaître le couple CMH et peptide, c'est les lymphocytes T CD8 dans le CMH1 et les lymphocytes T CD4 dans le CMH2. Les molécules qui vont participer au transport des peptides et des chargements des molécules, c'est le TAP1 et le TAP2 pour le CMH1 et c'est la protéine DM et la chaîne invariante dans le CMH2. Et les conséquences finalement, ça va être la liste de la cible infectée ou transformée. Ça va être par le CMH1. C'est parce que vous devez vous en souvenir. C'est un cri d'aide pour le CMH1. Elle est infectée par un virus ou elle est infectée par une bactérie et elle demande aux autres cellules, venez aidez-moi, c'est un appel à l'aide, c'est un SOS. Alors que dans le CMH de classe 2, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une différenciation des TH1 et des TH2, donc mémoire et helper. Et ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une coopération TB qui va induire une sécrétion d'immunoglobulines et une élimination des toxines et des bactéries. Celle-là, elle est inclue généralement pour la vaccination. Les CPA vont attaquer toutes les cellules nucléaires de l'organisme parce que toutes expriment le CMH1, mais les CPA professionnels et les lymphocytes B, je veux dire les CMH2, vont être restreintes et du coup les CPA ne vont pas interagir avec tous.
La restriction par le CMH, elle n'est pas appliquée dans le CMH1 parce qu'il inclut toutes les cellules, mais elle est appliquée pour le CMH2 parce qu'il ne contient que 4 types de cellules. La présentation des antigènes de soi, elle peut se faire par les deux CMH. La réaction allogénique, ça veut dire comment est-ce que les lymphocytes T vont répondre. Et bien ici, ça sera par des anticorps et des cellules T cytotoxiques, mais surtout par des cellules T cytotoxiques. Et dans le CMH de classe 2, il va y avoir une reconnaissance par les lymphocytes et une induction de la prolifération, surtout TH1, TH2, pour différencier les lymphocytes B en plasmocytes qui vont sécréter des immunoglobulines. Ça, c'était tout. Merci beaucoup pour votre attention pour ces deux vidéos. Nous allons faire à la fin de ces deux vidéos une séance de QCM. À la prochaine, Inch'Allah.